Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. C'est vraiment des montagnes russes. Il faut tenir, faut y arriver, même si t'as l'impression que le succès arrive pas tout de suite, qu'il arrivera jamais, faut tenir. Et je crois que c'est ça le plus dur. C'est pas d'écrire, c'est pas de créer des blagues, c'est pas de monter sur scène, je crois que c'est de continuer à le faire, même quand ça marche pas. Nouvel épisode des gens qui doutent avec l'humoriste GC. Alors GC, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on est très amis. Il a commencé par être mannequin, puis comédien au cinéma et au théâtre. Il a notamment joué dans Les Infidèles, Yves Saint-Laurent et la série Versailles. Et puis au moment du confinement, il s'est lancé dans l'écriture d'un premier spectacle, Message personnel, qu'il a joué à la Petite Loge, puis au Théâtre du Marais. Et il sera dès la rentrée au Petit Palais des Glaces. C'est un spectacle formidable dans lequel il parle d'amour, de filiation. Il y raconte son schéma familial un peu particulier puisqu'il a un père, une mère et un géniteur. Il aborde également le harcèlement scolaire dont il a été victime parce qu'il était considéré comme trop maniéré. Et donc je suis très heureuse qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. On a beaucoup ri en l'enregistrant et on s'est parlé de plein de choses. Du fait de fantasmer très fort la vie en ville quand on vient de la campagne comme nous, de tout ce que lui a apporté le stand-up, des dates qui se passent mal et du fait que le plus dur dans ce métier, c'est de continuer quoi qu'il arrive, de la peur de s'enfermer dans certaines thématiques, du fait qu'on ait dû accepter que ni lui ni moi, on ne sera jamais les personnes les plus drôles dans une soirée de stand-up et c'est pas grave. Et puis il m'a raconté la fois où il s'est empêtré dans un immense mensonge qui allait tellement loin qu'il a dû changer de ville. On s'est énormément taillé dans cet épisode. Voilà, notre langage de l'amour à nous, c'est de s'insulter mutuellement jusqu'à ce qu'un des deux fasse un breakdown. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, tu peux parler. Oui, je peux parler, tu m'entends là, comme ça? Faut que je parle mieux, faut que je parle plus fort. Faut que tu parles, là je pense que tu vas parler un petit peu plus fort, là c'est parce que tu n'as aucun engouement et aucune envie de vivre. Oui, c'est vraiment ça. Mais maman. Mais dimanche matin, ok, j'ai pas école. On va travailler dimanche matin. Mais il va me manger ton chat. C'est toi qui m'as sucé pour venir dans le podcast là. J'ai rien demandé moi, je savais même pas que ça existait ce podcast. C'est quoi? Je peux même pas faire des phrases. Ça va, Jessie? Je vais te frapper. Je vais faire toute l'intro en disant je reçois Jessie, c'est mon meilleur ami. Oui, ça va. Et toi? Tu préfères que je dise Jessie? Les gens se trompent souvent? Tout le temps. Non, c'est vrai, je te jure. Ils disent JC. JC? Oui. Ça fait un peu de la street, quoi. Ouais, mais quand j'étais petit, je voulais que les gens ils m'appellent Jess. Jess. Parce que j'aimais pas JC, parce que je voulais venir d'une série américaine, bien évidemment. Et du coup, mes parents ils pétaient un câble parce que tous mes copains et mes profs et mes maîtresses, quand il y avait les réunions parents-prof et tout, ils disaient donc Jess. Et j'étais là, qui ça? Pardon? Et j'étais là, ben oui, non, je sais pas, ils prononcent mal, j'y peux rien. En plus, Jess, ça fait très charmède. Ouais, bah, ça fait un peu cassos aussi. Hein. Ouais, enfin, quand t'es un Français que t'appelles Jess, un garçon, il y a un côté un peu Brandon, même ça tout vient ça. De quoi. Jessico. Jessico. Ça fait un peu mexicain. Jess mexicain? Non, Jessico. Ah, Jessico, ouais. Jessico de Rio, qui n'est pas au Mexique d'ailleurs, qui est au Brésil. Oh, wow. Bah voilà, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. J'avais juste besoin de montrer que t'étais teubé. Que t'es mon quota teuteux. Le masque tombe en littéralement 2 phrases. Tu t'es mis dans tout seul. De l'esbrouf. Ouais. Oh là là. C'était comment hier à Bruxelles? Bah, j'ai joué dans un comedy club qui s'appelle le Kings. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est vraiment un bouge. C'est vraiment... Putain. Je sais pas qui tient ce rad, mais... Non, c'était vraiment chouette. Mais franchement, on m'avait dit que le public belge était le meilleur du monde. On t'avait dit ça de Lille aussi. Et on m'avait dit ça de Lille. Plus jamais je mets un pied à Lille, en fait. Et que ce soit bien clair entre toi et moi. Et Lille, c'était l'enfer. Et Bruxelles, incroyable. C'était génial. C'était trop bien. En plus, c'est la première fois que je jouais 2 fois de suite. 19h, 21h.
Et en fait, j'avais peur à 21h de me perdre un peu, de me dire attends, est-ce que ça je l'ai déjà dit? Attends, non, est-ce que je l'ai déjà dit à 19h en fait? Et en fait, pas du tout, vu que je suis un grand professionnel. Et j'ai regardé mon texte que 17 fois. Et non, c'était trop bien. Et le lieu, il s'y prête vachement à l'écoute. Les gens, tout le monde est proche. Donc ça, c'est bien, la différence du Spotlight à Lille, où c'est un espèce de grand couloir et où c'est très dur d'avoir les gens au fond, parce que la salle, elle est très profonde. Donc j'avais des amis qui s'étaient installés au fond et qui m'ont dit, en fait, on n'était pas inclus. Et au Kings, non, tout le monde est inclus, c'est trop sympa. Et puis les gens, ils sont bonne vibe et tout. Et j'ai pris une petite première partie aussi. Une petite Clémence. C'est la première fois que tu avais une première partie? Oui, c'est la première fois. Et ça s'est très bien passé. Mais non, mais j'ai des angoisses où je me dis, mais si tu prends une première partie, déjà le spectacle il est un peu long, ça va prendre du temps. Et puis toi t'as ton micro, t'as ta scénographie, la première partie, si ça se trouve ça va pas lui aller, elle va pas pouvoir évoluer là-dedans. Donc j'ai des angoisses nulles. Et en fait c'est vachement bien d'avoir une première partie. Et en plus t'es pas seul, tu vois. Quand tu viens avec quelqu'un et tout, ça c'est cool parce qu'on fait un métier quand même, on est tout le temps seul. Et quand t'as une première partie, ça peut c'est gaulerie quoi, c'est cool. Ouais, surtout toi t'as pas de régisseur qui t'accompagne, non. Donc c'est cafard quoi. Franchement, il y a des dates où ça peut être très cafard. Surtout que genre là à Lille, ça s'est pas passé hyper bien. Genre tu rentres à ton hôtel, tu regardes Nagui. Alors non, parce que tout le monde regarde pas Nagui quand il se sent mal. Ah non, on n'est pas tous fans dans l'émission, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Mais depuis, je gratte à la porte de tous mes amis. Donc Morgane Cadignan, Alexandre Cominec et même mes ennemis, Fanny Ruette. Et bon, je me dis qu'un jour, quoi, là même mes ennemis. T'as dit Ruette? Ruette. C'est Fanny Ruette. Tu sais toujours pas dire mon nom, je suis dégoûtée. Parce que toi, tu m'appelles comment? Je vais t'appeler Jessie. Tu m'appelles Jessie? Jessie. Putain, c'est Fanny. En plus, tu sais qu'on me l'a dit plein de fois. Quoi? Fanny Ruette. Bah oui. Ah, tu pensais vraiment que ça se disait Ruette? Moi, j'ai toujours dit Ruette. D'accord. Non, donc c'est cafard des fois. Bah oui, parce que t'arrives et quand ça se passe pas bien, après t'es un peu tout seul avec ton somme, quoi. Et t'es là dans un appart où t'es pas chez toi, donc en général t'y passes une nuit, donc t'as pas le temps de te l'approprier, t'as ta valise que t'as pas enlevée, et ouais, t'es là. Heureusement que j'ai une super productrice à qui je peux envoyer des messages. Coucou, j'arrête le métier, ma belle. J'ai l'impression que la moitié des messages que je leur envoie, c'est ça. Ah ouais, mais franchement, moi aussi. Quand j'ai fait Montreux en novembre, on avait des passages avant pour tester un peu, tu vois. Et donc on avait 3 comedy clubs. J'ai pris 3 fours, mais un par un. C'est-à-dire que le premier, je dis c'est normal, faut que je me mette dedans. Le deuxième, je dis c'est le public suisse, voilà, faut le temps qu'il m'apprivoise. Le troisième, je me suis dit t'es une merde en fait. C'est vraiment une merde. Et j'ai envoyé un message. Et le lendemain, c'était Montreux, le gros gala. Et c'est censé te donner de la force, les 3 trucs avant, pour te dire j'arrive, je suis fort, je suis prêt. Moi, ça m'avait fait exactement l'inverse. Et donc, j'ai envoyé un message à Émilie et j'ai dit en fait, je vais pas faire Montreux, on arrête, c'est pas fait pour moi et tout. Et t'y croyais quand tu disais? disais? Ouais, de ouf. Okay. Ouais, et elle a dit non mais arrête, tout le monde est passé par là. Elle m'a raconté des anecdotes de gens qui aujourd'hui cartonnent et qui ont parfois eu aussi des bides et où ça a parfois été difficile. Et l'important en fait c'est d'essayer de dépasser ça, mais putain c'est dur. C'est dur parce que quand tu te dis 3 fois ça n'a pas marché, mais pourquoi la 4e ça marcherait? Pourquoi ça va changer? Non, c'est bon, arrêtons, n'allons pas au carnage. Et elle était là, non, mais pas du tout, ça va changer, tu vas voir. Déjà, le gala de Montreux, c'est 2000 personnes, alors que les comédie clubs qu'on avait fait, c'était 40, 60. Et ça s'est super bien passé. Puis Montreux, ça coûte cher. Hein. S'ils payent 90 francs, ils sont là pour rire. Hein. Je te jure. Et non, mais ça s'est trop bien passé. Et du coup, ça apprend aussi. Pareil, Lille, tu vois, tu ressors de cette date, tu peux dire, oh là là, mais pourquoi je fais ça? Et puis après, tu fais Bruxelles. Et les 2 sessions se passent super bien. Et donc, tu te relances. Et puis après, la semaine prochaine, ça se trouve à nouveau, ça va mal se passer. Et c'est un peu tout le temps ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment des montagnes russes. Et il faut tenir. C'est ça faut tenir, faut y arriver, même si t'as l'impression que le succès arrive pas tout de suite, qu'il arrivera jamais, faut tenir, faut continuer, il faut s'accrocher. Et je crois que c'est ça le plus dur. C'est pas d'écrire, c'est pas de créer des blagues, c'est pas de monter sur scène, je crois que c'est de continuer à le faire, même quand ça marche pas. Je crois. C'est hyper profond tout ce que je dis et je trouve que c'est pas reçu à sa juste valeur en fait, par ton regard bovin. Je suis hébétée. Non, ouais, c'est dur parce qu'en soi, en fait, des gens marrants, il y en a énormément, mais des gens qui sont marrants et qui taffent ce qu'il faut
et qui sont prêts Et à qu'on la faire ça hargne. longtemps, c'est rare. Hein. Mais oui, c'est rare. Et il faut être de ceux-là. Et parce que être marrant, c'est bien, mais si t'es marrant et que tu travailles pas, je crois que c'est difficile quand même d'y arriver. Si t'es marrant et que tu travailles, c'est difficile, mais il faut être marrant, travailler et s'acharner. Je trouve. Et être beau gosse. Bah non. Tu trouves pas? Bah regarde, toi t'as réussi. Bah j'ai pas percé. Hein. Donc non, même pas. Ah, je sais pas. Non. Je crois pas que dans l'humour ça aide. Je sais pas. C'est vrai que dans l'humour, c'est peut-être celui où ça aide le moins. Je sais pas, parce que tu montes sur scène et les gens, déjà, ils se disent mais qu'est-ce qu'il va nous raconter d'intéressant. Il y a un peu un truc comme ça. Des fois, je pense à des mecs un peu de l'humour et tout. Qui est-ce que je trouve genre grave beau et tout. Et franchement, il y en a 2-3, mais pas tant. Ça, c'est pas un métier comme les acteurs où tu te dis putain, ils sont trop beaux et tout. Malheureusement, donc bon, je couche avec des moches. C'est pas grave. Mais toi, c'est un peu ton quotidien du coup. De coucher avec des moches? Ouais. Non, moi, c'est justement... En fait, moi, l'avantage quand t'es chum, c'est que tu vas toujours au-dessus de ta ligue. C'est vrai. C'est ça qui est très beau. Non, en parlant de BG, en regardant des trucs sur toi sur Internet... Qu'est-ce que t'es allé dénicher? Non, mais disons, en fait, j'étais hyper surprise parce que moi, je te connais depuis 3 ans. Ouais. Et donc, tu faisais du stand-up et donc, tu étais déjà très dans cette vibe-là. Et là, je suis tombée que sur des trucs où t'es cassos. C'est genre l'époque où t'étais comédien, t'es là, vas-y, je bosse avec Lancôme, je fais des trucs. T'as retrouvé tout ça? Et t'avais l'air tellement superficiel. Ouais. Mais genre la dose, quoi. Et j'étais là, il est où Jessie, là? J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, tu vois. J'avais 20. Enfin, ouais, c'était à 8 ans, je pense. Ouais, mais t'avais l'air de sortir de Gossip Girl. J'ai eu une grande période Gossip Girl où, en fait, déjà, attends, faut que je te raconte. Donc j'étais vraiment fan de Gossip Girl. J'ai vécu à Londres pendant 1 an. N'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? À Lyon. Oh waouh, c'est vraiment pas la même. Bah non. J'ai vécu à Lyon pendant 1 an et pour faire mes études et on s'est embourbé dans un mensonge avec ma meilleure amie avec qui je vivais à l'époque. On regardait tellement Gossip Girl qu'un soir, on a voulu sortir en boîte et son personnage c'était Blair et moi j'étais Nate, le frère de Serena van der Woodsen. Et on arrive dans une boîte, on est super sapé et tout, vraiment on a tout donné. Et on nous dit non, c'est pas possible de rentrer. Donc on est dépité, on va dans le bar accolé à la boîte, qui est un peu le bar où les gens font leur before avant d'aller dans la boîte. On rentre, on boit un verre, et on se met à la table, à notre petite table, à parler en anglais. Parce qu'on est des connards, en fait. Et donc on parle anglais, et là arrive le serveur qui dit « Ah, mais vous êtes anglais et tout ?» Et nous on est là « Yeah !» Et vous êtes d'où? À New York, et on fait les études ici. Et donc ça part comme ça. Attends, déjà, vous êtes anglais, mais vous venez de New York? Américain, on est américain. Pardon, on est américain. Excuse-moi, Jessica Fletcher. Donc on est américain et donc ça part dans un truc avec le serveur où on joue le jeu et tout, genre on est américain, on vient de New York, machin, on est là pour les études. Et il dit mais non, truc de ouf et tout. Sauf que c'était le fils du patron de la boîte et qui nous a dit, et donc on lui raconte qu'on n'a pas pu rentrer, mais nous là on pense qu'on parle au serveur, tu vois, et qu'on va jamais le recroiser, qu'on viendra plus dans ce bar. Et on lui dit bah oui, on n'a pas pu rentrer dans la boîte, ils nous ont dit non et tout. Il dit quoi? Ils vous ont dit non? Attends et tout, nanani nanana. Il nous fait il va discuter avec les videurs, il va discuter avec les gens de la sécu. Ils nous font rentrer dans la boîte, sauf que ils nous invitent à leur table. Donc pendant 4 heures de soirée, on doit faire, on est américain, on rencontre de plus en plus de personnes à qui on doit dire qu'on est New-Yorkais américain. Mais ça commence à être hors de contrôle. Tu parles même pas anglais de ouf. Mais si, à l'époque si, mais même si. Si. Ah ouais, moi je pensais que t'avais un niveau normal quoi. Non, franchement. Parce qu'il faut faire semblant d'être natif, faut solide. Hein. Bah, mon angoisse, c'était de croiser un Américain, un vrai. Parce que là, c'était des gens de la night, tu pouvais les laisser de l'esbrouf, tu vois. Sauf que du coup, on finit la soirée, on a donné notre numéro à tout le monde, on était bourrés, n'importe quoi. On rentre, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait et tout. Faut jamais qu'on y retourne, machin. Sauf que le lendemain, évidemment, on a des messages. Ouais, faut que vous reveniez et tout. Et pendant 1 an, on a été pris dans cet engrenage où dès qu'on sortait dans cette boîte,
on était américains. Sauf qu'après, ils ont fait des apéros chez eux. Ils nous ont invités à des week-ends. Donc, on allait à des week-ends. On faisait des apéros chez des gens où à chaque fois, des nouvelles personnes venaient. Et à chaque fois, on était américains. Et mon angoisse, c'était de croiser des gens de la fac à ce genre de truc et qui disent « Bon, il est pas américain, il est de Dijon. » Et donc, pendant 1 an, et on n'a pas dû partir de Lyon. On a dit c'était plus possible. À un moment, et ça commençait à y avoir une rumeur comme quoi peut-être on n'était pas américain et tout. Et genre, on est parti de la ville. Donc, il y a encore aujourd'hui des gens à Lyon qui pensent que je suis américain. Et que je m'appelle Jesse, donc. Et que Jesse Archibald. J'avais pris le nom. Ah, mais c'était gros, c'était énorme, bien sûr. C'était vraiment un immense cassos. Mais bien sûr. Et vraiment, il y a encore aujourd'hui des gens que j'ai dû bloquer de mon Facebook. Parce que j'avais tout changé sur mon Facebook. J'avais mis né à New York, lycée St. Andrews. J'avais tout changé, un mytho, mais comme jaja. Et encore aujourd'hui, j'ai changé il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 1 an. Parce que je te parle de ça il y a 10 ans. Hein. Il y a 1 an, ma ville de naissance, j'avais oublié que j'avais mis New York. Et un jour, c'est un pote qui me rajoute, c'est genre ma tante ou je sais pas, qui me rajoute sur Facebook et qui me dit « Tu feras attention, tu t'es trompé, t'as mis que t'étais né à New York. » Et j'étais là « Ah mince, j'ai du mal. Orthographier Dijon. Wow. Donc ouais, c'est... Ah donc toi, quand t'as peur de te retrouver face à ton mytho, tu quittes la ville. Bah, il n'y avait pas le choix. On s'était embourbé dans un truc où la moitié de la ville, de nos connaissances, pensait qu'on était américains. L'autre moitié savait qu'on était des étudiants à la fac de Dijon, en fait. Et on devait jongler. Évidemment, il est arrivé plein de moments sur le fil où, par exemple, on va dans la boîte, on a la table de gens qui pensent qu'on est new-yorkais et des potes qu'on croise de la fac, heureusement que c'est une grande boîte et qu'il y a énormément de musique et que les deux groupes se connaissent pas, mais donc toi tu dois parler en français à une table en mode ouais ça va, ouais trop bien, ouais on est avec des amis et tout, et après tu reviens yeah it's people from like the university and we love them, et non c'est pas trop, non. Ah oui, et ce que je faisais aussi pour pas trop parler anglais et pas que ce soit cramé, je parlais français avec un accent parce que je disais que je voulais pratiquer, non que je suis ici pour faire le meilleur le français, que je veux pas parler anglais, il faut que je pratique mon français. Donc je faisais ça. Donc je parlais en franglais. Et des fois je faisais genre, je cherchais des mots français que je connais par cœur. Genre tabouret. Can you comment tu le appelles, le tabouret. Le chair, the chair. How do you say that? Oh, le tabouret. Wow. C'était ma vie, mais je suis devenu dingo. Hein. Moi, je suis très mal à l'aise avec le mensonge. Ah ouais, genre, moi ça va. J'ai dû arrêter de regarder Ghostbusters parce que Bill Murray, il mentait au début, ça m'a dérangé. Et là, pendant 1 an. 1 an. Comment, enfin, je sais pas, t'as pas peur tout le temps, quoi. Mais tout le temps. Et il y a vraiment encore des gens, je pense, des fois, s'ils me voient, je sais pas, à la télé ou dans des trucs, ils doivent dire, bah. Il a appris super vite. Ah ouais, il a complètement perdu son accent, c'est cool. Putain, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, je sais même plus pourquoi je te racontais ça. Parce que je disais que t'avais l'air de sortir de Gossip Girl. Ah bah, voilà. Ouais, mais c'est fou parce que vraiment, genre, on dirait vraiment pas la même personne. Ouais. T'avais l'air vraiment un petit fuckboy, start-upper, comédien, gosse de riche. Oh, bah, c'était ma DA, ouais. C'était ma DA, je sortais du Dijon, de ma ferme, et je m'étais inventé un truc de Gossip Girl. Gossip Girl, ça m'a retourné le cerveau. Hein. Mais parce que un peu truc de classe, Ouais, de vouloir appartenir à une classe qui est pas la tienne, et tu sais, d'être un peu, vouloir faire un peu parvenu, tu vois. Je traînais qu'avec des gens qui avaient du fric. Je sais pas, c'était très étrange. Mais vraiment, il y avait un truc où Gossip Girl, par exemple, je suis allé à New York, j'ai refait où il y avait tous les trucs de Gossip Girl. Un cassos. Ouais. Et vraiment, ça m'a détruit le cerveau, cette série. Je vivais dans ma tête dans Gossip Girl. Mais avec ma meilleure amie aussi, on s'est entraîné là-dedans, laisse tomber. Et il y a un pote qui se foutait de notre gueule, parce que j'étais aussi fan de Paris Hilton, bien évidemment. Ça, je suis toujours fan. Et du coup, il y a les sœurs Hilton, tu vois, Nikki et Paris. Et comme nous, on était inséparables avec ma meilleure amie, mon pote, il nous appelait les sœurs Ibis. C'est trop méchant.
Ouais, mais je vois. Je vois la touche. Oh, waouh. Ok. Donc ouais, j'ai changé, mais je pense que c'est la maturité aussi. T'as 20 balais, tu pars pour la première fois de chez tes parents, tu t'inventes une vie, t'as l'impression que le monde est à toi, puis après, la vie, elle te rattrape, et puis tu t'apprends à savoir qui est ta vraie personnalité, tu vois. Je crois que c'est un cheminement de trouver qui t'es vraiment, Mais à un moment, toi, t'y croyais quand tu faisais le zinzin avec tes amis plein de fric et que t'étais sur des tapis rouges Ouais, alors ça c'est une autre période encore. Parce que ça là je te parle de quand j'ai 20, 22, que je suis à Lyon, que j'arrive à Paris, que c'est les nouveaux. Et à partir de quand j'ai commencé la fac à Paris, que j'ai fait les études théâtrales, là je me suis posé, là j'ai commencé à devenir un peu, je sais que tu connais aujourd'hui. Et je pense qu'aussi quand t'es comédien et que tu veux y arriver, il y a tellement une urgence, il y a tellement une envie de travailler que t'es dans une énergie dans laquelle je suis plus du tout aujourd'hui, mais qui est une énergie pas de désespoir, mais en tout cas de faites-moi travailler s'il vous plaît, regardez comme je suis beau, regardez comme je peux tout faire, moi je serai qui vous voulez. Et du coup en fait t'es pas toi, t'es juste ce que tu penses que les gens ont envie que tu sois. Et je crois que c'est ça aussi le métier de comédien qui peut aussi te retourner le cerveau, c'est d'être tellement corvéable et d'être tellement dans la demande de faites-moi travailler que des fois tu t'oublies et du coup tu travailles pas parce que tu dégages une aura qui est trop désespérée, quoi. Hier dans ton spectacle t'as dit je suis pas déséquilibré, je suis comédien. Oui. Mais c'est vrai que j'ai jamais de comédien dans le podcast. Il y en a qu'une que j'aimerais recevoir parce que les comédiens, pour moi, il y a un truc de t'arrives jamais à trouver la vraie personne derrière, quoi. Il y a un truc un peu de représentation, tellement compliqué, ils ont tellement dans le contrôle de tout. Ouais. Ça a l'air très compliqué. Je trouve que l'humour, franchement, ça m'a super aidé à m'accepter. Je sais pas comment le dire, mais on a fait un gros travail pour monter sur scène et enlever toutes les armures, mais qui viennent aussi du fait que j'ai été harcelé fort à l'école. En fait, tu te construis une carapace plus t'avances pour dévier les coups et pour te dire faut pas que les gens ils m'atteignent et du coup je vais faire le bonhomme, je vais être quelqu'un qui est pas moi, comme ça pourra pas m'atteindre. Et le stand-up et l'humour, ça te force à monter sur scène en étant toi-même. Parce que j'ai l'impression que sinon les gens ils voient que tu fais un personnage, ils voient que tu leur donnes pas de l'authenticité. Et du coup ça m'a aidé à enlever toutes mes couches d'armure et à enfin être en paix finalement avec moi-même. Et je trouve que ça, je suis trop content d'être humoriste parce que ça m'a vraiment apporté ça. Et maintenant ça m'aide aussi dans mon métier de comédien, tu vois. J'ai des castings et tout ça où je suis 100% moi-même, j'essaie plus d'être quelqu'un d'autre pour plaire. Et du coup t'as pas les rôles. Et du coup j'ai quand même pas les rôles. Mais je suis moi-même, je suis rejeté en conscience. Bravo ma belle. Mais comment t'as fait pour enlever ces couches de carapace? Parce que c'est long, c'est dur. C'est dur, franchement le spectacle, on est heureux de ce qu'il est depuis septembre, donc depuis 8 mois, tu vois. Alors que je joue depuis 2 ans. J'ai commencé en février 2022. On est depuis 2 ans et 2 mois. Et ouais, ça nous aura mis 1 an et demi. 1 an et demi parce que j'étais jamais monté sur scène pour faire rire en tant que GC. J'étais toujours monté avec des personnages. Déjà, il a fallu apprendre ça. Il a fallu apprendre également à se dire que le public n'est pas là contre toi. Et que, tu sais, moi j'avais tendance à monter sur scène en me disant faut qu'ils m'aiment, ils vont pas m'aimer, puis regarde-toi, regarde toutes tes manières et tout. Enfin, tu sais, il y avait vraiment un truc où j'étais vraiment très meurtri par ces années de harcèlement et j'en avais pas trop conscience parce que ça s'était cristallisé. Mes cicatrices, elles s'étaient vraiment pas cicatrisées, mais en même temps un peu cicatrisées, mais mal. Et j'avais l'impression que ça allait parce que quand tu touches la cicatrice, ça faisait pas mal, mais en fait, il y avait quand même du taf à faire. Et en fait, il y a qu'un temps qui est incompressible, c'est le temps de la scène, c'est le temps de monter sur scène, d'apprivoiser le public, de se rendre compte qu'ils ne veulent pas de mal, que tu peux être toi-même, que des fois c'est une phrase que tu vas sortir du texte, que tu l'as dit vraiment comme tu l'aurais dit dans la vraie vie, et tu te rends compte que les gens rigolent, et t'es là, en fait, ça débloque un truc, t'es là, en fait cette phrase je l'ai dit comme ça, mais ok, je vais en dire d'autres comme ça maintenant. Et au fur et à mesure, tu dis tout ton spectacle finalement maintenant comme t'es vraiment. Puis après, j'ai rajouté des impros, c'est le dernier truc qui est venu où je me suis senti à l'aise. Et maintenant, j'aime trop. Mais c'est pour ça aussi que le spectacle maintenant, il fait 2 heures, wesh. Il fait 2 heures. 1h50, j'ai fait 1h50 à Arras. Ah, mais c'est parce qu'ils étaient incroyables. Ils étaient incroyables, à Bruxelles, t'as fait 1h30 hier. Ah, 1h30 Ouais. Ok.
Ouais, mais tu vois, c'est long quand même. C'est long quand même. Enfin, ouais, ça dépend. Tu vois moi, je trouve ça long. Mais mon spectacle ou 1h30 Ton spectacle, en fait, je sais pas comment te le dire, mais putain, moi, il y a un petit ventre mou du milieu à la fin. Toi, c'est quoi? C'est 35 minutes, hein? Ouais, c'est ça, spectacle. 35 minutes, dont première partie. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. En fait, les gens ne veulent pas me voir plus, j'ai remarqué. J'ai entendu, moi, en tout cas, des rumeurs à la sortie de tes salles, comme quoi c'était déjà long. Donc... Je comprends. Non, mais en fait, tout ça pour... Enfin, en tout cas, le métier, je pense que tu seras d'accord avec ce que je dis, j'ai l'impression que plus on monte sur scène et plus on l'apprend et plus on est meilleur. Et plus on s'en fout aussi. Et plus on s'en fout, plus c'est vrai. Plus on se rend compte à quel point il n'y a rien de grave. Non. Tant que tu respectes les gens qui ont payé, je suis d'accord. t'as fait, bah après... Mais des fois, c'est dur quand même. Des fois, t'as beau te dire, tu sais, quand ça s'est pas bien passé, tu sors, t'es là, ok, c'est pas grave, on recommence demain. Mais... c'est dur. Moi, je trouve que j'ai encore du mal à passer. Et heureusement que, par exemple, tu vois, sur des dates, toi, t'es là, j'ai des amis qui viennent et tout, pour qu'après, il se passe un autre truc aussi après le spectacle. Oui, pour que ce soit pas le sommet de ta soirée. Ouais. Si ça s'est mal passé. Parce que si ça s'est mal passé, tu rentres chez toi. Alors moi, je décompresse, je me mets un épisode de Charmed tous les soirs. Tu peux dire Charmed comme tout le monde s'il te plaît. J'ai tellement dit Charmed longtemps et je m'en suis tellement voulu quand j'ai appris qu'on disait pas Charmed. Je me suis dit mais t'es bête, t'as dit Charmed. Tu veux qu'on sache Mais on pouvait pas savoir. Bah non. Moi je disais Prue, Phoebe, Piper. Ouais, t'aurais pu dire Phoebe. Phoebe, une fois, parce que j'ai fait un livre des ombres chez moi et tu sais, tu faisais que regarder. J'avais jamais vu écrit Phoebe, je l'avais écrit F-I-B-I. C'est un peu comme les saucisses, non? Je sais pas, non. En France, il n'y a pas Phoebe en saucisse. Non, c'est pas. Attends, c'est pas ça le nom. C'est Knacky. Non, pas Knacky. Les trucs dans les snacks, enfin dans les pompes à essence, genre. Ah. Yo, ici la Fanny du montage. C'est juste pour préciser que la marque infecte que je cherchais, c'était Bifi. Ah, les saucisses sèches là? Ouais. Ah ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, Phoebe, F-I-B-I. Allez, yes. Bah oui, hein. Bah écoute, ça, on grandit à Dijon ou on grandit pas à Dijon, hein. Est-ce que t'aurais aimé... Moi, je me rends compte de ça seulement maintenant. J'aurais pas du tout aimé grandir en ville. En fait, si, j'aurais adoré, mais je pense que j'aurais été une personne moins chouette. Ben, moi, j'avais vraiment ce fantasme, encore une fois, de vivre en centre-ville, d'avoir un appartement comme les gens qui avaient l'air cool au lycée. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'on fantasme au début. Ouais. Puis quand tu prends du recul et quand tu vois qu'il y a plein de gens qui ont grandi en ville et tout, et qu'ils ont l'air un peu plus fermés sur ça... Moi, je me dis, franchement, je suis bien contente d'avoir passé 18 ans avec des vaches, quoi. Ouais, alors, moi, à l'époque, pas du tout, je le voyais pas comme ça. J'avais vraiment envie de faire partie de cette bande du centre-ville, qui avait leurs grands appartements au centre-ville. Moi, je prenais mon Transco, c'est les transports communs en France. Je mettais 45 minutes pour entrer dans mon bled de 500 habitants. Et c'était... non. À l'époque, j'avais pas envie de cette vie. Je fantasmais vraiment sur la ville du centre-ville. Et d'ailleurs, mon père a déménagé à un moment donné, il s'est rapproché du centre-ville de Dijon. Et du coup, j'y étais plus souvent. Mais c'était quand même pas un appartement au centre-ville, c'était une maison avec un jardin proche périurbaine, tu vois. Et je trouvais que c'était vraiment plus cool que le bled de ma mère, où c'était l'enfer. Et aujourd'hui, en revanche, je trouve que c'est trop sympa de vivre en périphérie de ville. T'as plus d'espace, t'as des espaces verts. C'est cool. T'es un garçon de la nature, toi. Je suis grave un garçon de la nature, en fait. Tu vas faire quoi? Tu joues beaucoup plus qu'avant. Moi, j'avais vu le spectacle il y a un an et demi. Et maintenant, tu joues beaucoup plus. Ouais, je m'éclate. C'est beaucoup moins théâtreux. Avant, c'était assez... Ouais. Bah, avant, j'avais envie de convaincre. J'avais envie que les gens viennent dans la salle et se disent « Oh, qu'est-ce que c'est intelligent !» Et non, mais tu sais, et là, j'en suis vachement sorti de ce truc de représentation. Et là, je m'en fous. Je fais ce qui me fait rire. Mais là, t'as envie que les gens, ils se disent quoi en sortant? Bah, j'ai envie qu'ils se disent « Ah putain, c'était vachement bien !» Peu importe si c'est parce que c'était intelligent ou parce que c'était drôle. Okay. Alors qu'avant, j'avais vraiment envie qu'ils se disent qu'est-ce que c'est intelligent, comme si j'avais besoin de prouver quelque chose. Alors que aujourd'hui, j'ai roté, pardon, parce que j'ai pris un petit déj fatos en terrasse. C'était trop bien. C'était quoi son petit nom? Non, j'ai même pas couché avec un mec à Bruxelles, je suis deg. Et il est pas trop tard, hein, tu restes encore une heure. Putain, je voulais me taper un député européen, j'ai pas eu le temps.
Il y en a plein. Hein. Bah ouais, je sais. Il y en avait un dans la salle. C'est vrai? Oui, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posté une story, il est député. Je te l'avais dit, c'est pas le public de Fanny Ruette. Hein. Ah non, Ruette, putain, j'arrive pas. C'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Père, mais tout le monde doit te la faire en plus. Manque de respect. Ouais, mais les gens dont je suis proche, d'habitude, Oh, ils savent au moins mon nom, quoi. Je suis trop désolé. Mais bon, c'est pas grave. On n'en est pas à ça près. Petite puce. Donc ouais, non, je prends plus de plaisir sur scène, franchement. Et est-ce que tu arrives à toujours avoir le même fun en jouant un texte que tu as écrit à la base pendant le confinement? Oui. Et ben, alors déjà on l'a vachement modifié, mais ouais, je suis toujours trop content. Vu que je parle pas de choses d'actu vraiment, tu vois, même jamais. C'est des thèmes un peu qui vont pas vieillir parce que je parle de mon enfance, je parle de ma vision de la filiation, de la ferme, du harcèlement, de tout ça. Donc c'est des choses qui sont pas des choses où dans 5 ans je serai en mode les gens s'en foutent. Tu vois, s'ils s'en foutent dans 5 ans, c'est qu'ils s'en foutent aujourd'hui, tu vois, c'est un peu intemporel. Et quand je l'ai écrit, j'ai vraiment fait attention à ça. À faire que, vu que c'est un premier spectacle, je sais pas combien de temps tu vas le jouer, parce que le temps de te faire connaître, qu'il touche son public et tout, ça peut prendre du temps. Et parfois, tu le joues 6 ans, tu vois. Et du coup, je me suis dit, oula, faut prendre des thèmes où dans 6 ans, j'aurai encore envie de les défendre. Ah, t'as vraiment réfléchi à ça au début? Ouais, ça, c'était un vrai truc. Parce que j'étais entouré de Marion Mésadorian. Et ça, c'est un vrai conseil qu'elle m'a donné. Elle m'a dit, fais gaffe, un premier spectacle, si t'écris des choses assez légères ou des réflexions de la vie quotidienne sur de l'actualité, dans 2 ans, déjà, ce sera un peu daté et tu n'auras peut-être plus envie de le jouer, tu auras envie de le modifier, tu passeras à un autre. Vaut mieux avoir un premier spectacle fort dans sa narration et dans ce que tu racontes. Comme ça, dans 6 ans, tu es toujours content, quitte à évidemment le faire évoluer. Mais, et le deuxième, par contre, quand normalement tu t'es créé ton public et tout ça, tu peux aller vers des thèmes peut-être un peu plus actuels, un peu plus où tu te présentes moins en fait. Je l'ai vraiment écrit comme une première rencontre. Genre, je vais vous dire qui je suis. Mais c'est fou parce que moi, mon premier, je pense, il était comme ça aussi. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même une très mauvaise technique. Sur les gens, ils te connaissent pas. Et plutôt que de leur dire, je vais vous convaincre en étant drôle avec des choses que vous connaissez, je vais plutôt vous parler de moi. Ouais, c'est fou. Bah, de toute façon, on a un nombril incroyable. Hein. Franchement, oui, humoriste. Ouais, le melon. C'est un truc de fou, hein. De penser que, non, mais rien que de se dire, je suis tellement gaulerie que je vais monter sur scène et je vais faire payer les gens pour qu'ils aient la chance de m'entendre les faire rire. C'est un truc de fou quand même de se dire ça. Personne fait ça. Normalement, c'est gratuit de faire rire les gens. Personne. Oh mais non, parce que c'est du travail. Bien sûr, mais en soi. Oui, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Enfin, le concept. Parce que tout le monde rigole dans la vie. T'as des potes drôles, t'as des machins. Nous, on s'est dit, on va monétiser le truc tellement on est les meilleurs dans ce qu'on fait et on va faire payer les gens. Les humoristes, on est des fous, je trouve. Quand tu zoomes un peu, dézoomes un peu. Après, tant mieux. Hein. Ça fait de l'oseille. Ça fait de l'oseille, ça paye. Parce que là, vous voyez pas, je suis dans un penthouse, littéralement, à Bruxelles. Qui coûte quand même moins cher que un 12 mètres carrés à Paris. 12 mètres carrés, t'exagères. T'essayes trop de faire passer pour une pauvre devant tes auditeurs. Pas du tout, j'ai un max d'oseille. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner sur le Patreon. Je dois refaire la terrasse. Allez, achetez son livre. S'il vous plaît. Toi, tu l'as acheté. Moi, je l'ai acheté, je l'ai lu, bien sûr. Tu vois, je prononce peut-être pas bien ton nom de famille, mais je suis un vrai ami qui va acheter ton livre et qui le lit. T'as rien à dire là, hein? Non, j'attends de te rendre l'appareil quand tu écriras un livre. Bah ouais, peut-être un jour. J'ai lu celui de Panayotis aussi là, il y a pas longtemps, qui était super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, c'est un peu la mode là pour les humoristes de lancer leur livre. Il y a 5 ans, c'était le podcast, maintenant c'est le roman. Ouais. Mais c'est bien parce que vu que tu as une communauté, les gens ils achètent, je pense qu'ils sont contents, c'est un peu une continuité du spectacle. Ouais, c'est très cohérent, ouais. C'est cohérent en fait, ouais, voilà. Non, puis c'est cool, ça doit être sympa à faire, t'as kiffé? C'était long, ça race. T'as mis combien de temps? J'ai mis 2 étés. Ah ouais. Parce que vu que j'avais la tournée et tout le reste du temps, donc 2 étés plus toutes les corrections pendant 4 mois. Mais ouais, non, c'était très cool à faire, mais tu vois, je pense que le stand-up, ça nous a un peu bousillé dans le sens où maintenant on a une idée, on le fait direct. Il y a 0 délai. Alors que là, le roman, t'as une idée, tu l'envoies, tu reçois des retours, machin. Il a été terminé en décembre, il est sorti en mai, un truc du style, tu vois. Et moi, le délai, c'est encore pire dans le cinéma et tout. Ah bah oui. Mais c'est un truc que je supporte plus, du coup, tellement j'ai l'habitude que tout aille vite.
Et genre, j'ai une idée, je peux le mettre sur Insta ce soir, quoi. Et c'est... Enfin, je sais pas. Mais tu fais pas trop, toi, d'impro, de trucs face cam, c'est qui sont vachement à la mode en ce moment sur les réseaux. Ça, je pense que je suis très mauvaise. Enfin, j'ai jamais essayé, mais en fait, je trouve qu'il y a trop un risque que si t'es mauvais, c'est gênant. Parce que vraiment, on voit que t'as mis des efforts, t'as pris ton truc face cam, probablement t'as fait un peu l'éclairage et tout ça pour faire des blagues qui sont peut-être pas folles. Je trouve ça... Enfin, j'ai trop peur, quoi. C'est dur. Hein. C'est dur, et puis je trouve que on se lasse. Il y en a tellement, il y a tellement... Et il y en a tellement qui font ça très bien que tu dis, vas-y, j'ai rien à apporter de nouveau. Ouais, de ouf. Complètement. Ouais, donc, non. Juste les petites chroniques radio sur Insta, ça part. Ah oui, c'est vrai que tu mets tes chroniques. Ouais. Toi, très vite, t'as fait la com. Enfin, tu vois, logiquement, les gens, ils commencent le stand-up, ils mettent un peu des trucs éclatés, ils mettent un peu des vidéos tout le temps. Enfin, tu vois, toi, dès le départ, t'avais ta couleur, t'avais tes teasers messages personnels avec Anna Girardot, t'as supprimé tout ton Insta d'avant. Ouais, je l'ai un peu vu. Ça a été un peu une nouvelle vie qui commençait, le stand-up. J'ai voulu un peu repartir de zéro. Et je l'ai traduit comme ça sur mon Insta en supprimant un peu ce que j'avais fait avant, comme pour dire, j'écris une nouvelle page. Venez me suivre si jamais ça vous dit. On part dans l'aventure ensemble. Et j'ai toujours eu une esthétique et une envie de direction artistique assez forte dans ma tête. Et j'ai eu des idées, et Anna a eu la gentillesse de bien vouloir réaliser des pastilles, et que j'ai demandé à des guests de venir. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à teaser le spectacle Message personnel. Et maintenant, je suis un peu sorti de ça. Je fais plutôt des vidéos avec Esteban, et où on parle un peu, qu'est-ce que c'est que l'amitié entre un mec hétéro et un mec gay. Et parce que c'est un truc qu'on n'avait encore pas vu. Et je trouve qu'on a du mal à se figurer l'amitié entre deux mecs, dont un hétéro, un mec gay. Mais non, mais il y a non, ce mais réflexe d'office, on pense que le mec gay veut se taper le mec hétéro, ou que le mec hétéro, pas si hétéro que ça. Et nous, du coup, on a joué sur cette ambiguïté-là, et ensuite, on a fait évoluer les persos en mode, non, genre on est potes, genre on est coloc, lui il a ses histoires avec les meufs, moi j'ai ses histoires avec les mecs, et on se retrouve sur notre amitié, et j'ai l'impression que les gens ils adhèrent, donc c'est trop cool. Donc c'est plus comme ça maintenant que je fais un peu la promo. Mais ça veut dire aussi que quand t'as supprimé tous tes trucs d'avant, t'as aussi un peu... Enfin, je trouve ça assez étonnant que tu veuilles pas mettre en avant le fait que t'as joué dans pas mal de films. C'est des petits rôles, mais dans des gros films parfois. Et que ça, vraiment... Du coup, moi, si on n'était pas potes et si j'avais pas cherché, je saurais pas que t'es comédien. Ouais. Il y a eu une vraie volonté où j'avais pas envie de brouiller les messages, et où j'avais estimé aussi que ma carrière de comédien était pas non plus mirobolante et à son apogée, que je pouvais me permettre de supprimer de mon Insta des trucs sans que ça me porte préjudice, tu vois. J'avais pas non plus un super grand rôle quelque part dont j'avais envie qu'on se souvienne. Franchement, et surtout, avec Internet, tu retrouves tout. Tu vois, et dans les interviews, je le dis que je suis comédien, que moi j'ai commencé ce métier en tant que comédien, que j'ai fait du théâtre, et que le stand-up c'est un nouveau métier que je commence. Et parfois j'aime bien un peu mettre toutes mes billes dans le même panier. Et du coup là, je me suis dit, allez, go full stand-up, on se réinvente, on se lance dans cette nouvelle aventure et on voit ce que ça donne. Et pour revenir encore mieux au cinéma, tu vois, ou au théâtre. T'en fais encore beaucoup ? Non. J'avoue que, en fait, avec la tournée, avec les dates à Paris, il n'y a pas le temps. Je devais faire 2 films qui n'ont pas pu se faire parce que mon emploi du temps. Et c'est la première fois de ma vie que ce truc arrive. Et donc, je me dis, ok, génial, trop cool. Je suis arrivé à cet endroit où je rêvais d'arriver, où je peux faire des films qu'on me propose. Et en même temps, contrepartie, je peux plus les faire vu que j'ai pas le temps avec le spectacle. Mais là, on va trouver du temps. J'ai des trucs prévus où on va trouver du temps entre les dates de tournée et cet été. Okay. Mais j'ai vraiment envie d'y retourner, parce que j'adore aussi ça. J'adore tourner. C'est pour ça que j'ai fait les petites pastilles avec Anna, c'est pour ça que je fais les vidéos avec Esteban. Je trouve que j'adore apprendre un texte, faire un personnage. Mais est-ce que c'est pas des fois assez curieux de revenir à
un milieu où t'es hyper dépendant de la volonté des autres. C'est pas frustrant? C'est frustrant, et en même temps, mon spectacle et l'humour et le stand-up m'ont tellement donné pour l'instant une stabilité et du travail que si je fais du ciné ou si je fais de la télé, c'est à côté. C'est en plus. C'est pas ma vie. Tu vois. Donc si le projet il se fait pas, si machin, je suis pas dépité en mode oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Non, j'ai ma tournée, j'ai mon spectacle, j'ai d'autres choses que je prépare, tout va bien. Si en plus je peux faire ça, c'est bien. Et du coup, ça me permet aussi d'arriver au casting ou d'arriver au rendez-vous avec les prods et les réals, plus dans l'urgence de travailler. En mode, oui, bon, bah, si on le fait, ouais, ça peut être cool, parlons-en, essayons de développer. Et vu que maintenant aussi j'écris, tu vois, bah, on écrit ensemble, tu vois, avec Bérangère son spectacle, j'ai écrit mon spectacle, j'ai écrit les pastilles pour Esteban. Et du coup, les prods et les réals aussi maintenant peuvent venir me chercher pour qu'on développe un truc ensemble, qu'on écrive ensemble. Et du coup, ma place, elle est plus du tout la même. Je suis vraiment dans le processus créatif. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que je dis, bon, bah, par contre, j'aimerais bien jouer ce rôle que j'ai écrit. Et du coup, il y a un truc en plus qui fait que je pense que je fais moins pitié. Ouais, mais c'est vrai tu que vois dans ce milieu, si t'as... En fait, la frontière, elle est très fine entre avoir la dalle et être affamé. Et genre, si t'es trop dans... En fait, c'est comme dans les relations amoureuses, quoi. Si t'as l'air d'avoir trop faim, les gens, ils seront comme, oh non, c'est louche. Mais si personne l'a voulu avant, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Exactement. Et ouais, non, c'est assez ça. fourbe. Et du coup, c'est dur, hein, parce que quand t'es pas assez mature pour avoir cette réflexion que tu viens d'avoir, et ben... Suis-je payé? Je crois pas. Et moi, je l'ai eu jusqu'à... Cette immaturité, je l'ai eu jusqu'à tard. Je l'ai eu jusqu'au confinement. En fait, le confinement, ça m'a fait vachement réfléchir, vachement poser de choses, vachement relativiser. Moi, j'ai failli arrêter ce métier. J'avais passé les essais pour être steward. J'avais eu un ras-le-bol, juste avant le confinement. Donc avant le confinement, tu étais comédien, tu faisais pas encore le stand-up? Non. Moi, j'ai commencé le stand-up en 2022. Et t'as fait être steward? Non. J'ai voulu. En fait, j'ai eu 2 expériences de tournage qui se sont très mal passées avec un réalisateur vraiment horrible où je jouais un personnage hétéro et sur le plateau qui était dans l'humiliation permanente de dire non mais attends là-haut c'est quoi ces manières de pédé, non attends le personnage est hétéro et tout, très dur. Et je suis ressorti de ça mais j'avais plus du tout confiance en moi. J'étais en mode vas-y, je serais jamais capable de jouer autre chose que des personnages efféminés parce que je suis qu'un mec efféminé. Et ça m'avait réouvert mes traumas de harcèlement parce que petit mec trop efféminé. Et donc j'ai voulu arrêter ce métier et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de voyager, j'ai envie d'un métier pas trop compliqué, pas trop engageant. J'avais un pote steward chez Air France et il m'a donné un plan, il m'a dit tiens, on recrute en ce moment et tout. Et j'ai passé tous les essais, j'ai été pris. Et j'allais commencer, j'imagine, une semaine de formation ou quoi, et confinement. Ah ouais. Et évidemment, en fait, tout ça, c'est juste pour que le destin te remette sur le bon chemin. Donc on est resté enfermés chez nous 3 mois juste pour toi, quoi. En fait, le coronavirus, si je dois tout te dire, c'est une fiole que j'avais chez moi, qu'une des sœurs, Halliwell, m'a donnée. Non, mais c'est fou. Genre, s'il n'y avait pas eu le confinement, je suis persuadé, peut-être que j'y serais revenu après, une fois guéri. Mais vraiment, j'étais parti en mode, je serais hôtesse de l'air, en fait. Et je vais vivre ma vie rêvée, je vais trouver mon milliardaire en business, et on n'entendra plus parler de moi, tu vois. Et en fait, non, confinement, évidemment, Air France a supprimé toutes ces recherches de nouvelles personnes, parce qu'ils ont licencié. Et j'ai écrit le spectacle, on sort du confinement et je l'améliore. Et 1er février ou 2 février 2022, je joue la première à la Petite Loge. Et après... Toi, t'as un parcours assez chelou parce que t'as beaucoup de réflexes très théâtre. Dans le sens où, t'as pas fait comme tout le monde dans le stand-up à aller tester 10 minutes, machin. T'es arrivé avec ton heure. T'avais jamais rien testé avant. Jamais. Et donc, t'as présenté 15 minutes au fil de la Petite Loge. Ouais. Pour qu'elle te programme. Oui. Déjà, ça doit être une terreur absolue. C'est horrible. Alors, heureusement qu'elles sont hyper bienveillantes et qu'elles sont super, mais c'est horrible. T'es quand même dans une salle devant 2 personnes qui rigolent pas en plus. Enfin, elles taffent, tu vois. Et alors, évidemment, elles rigolent, elles te donnent de la force un peu, mais tu sens que t'es là. Est-ce qu'elles rigolent vraiment ou est-ce qu'elles sont là en mode, allez, on lui donne de la force tellement c'est nul?
Et ouais, franchement, c'est comme un casting, mais de l'angoisse. Genre le casting 15 le plus minutes, angoissant. c'est long pour un casting. C'est long. Et puis en plus, tu sais pas ce que tu leur proposes et tout. Puis moi, j'étais vraiment, alors là, pour le coup, à l'époque du casting à la petite loge, j'étais vraiment encore dans mon truc. Faut que je sois intelligent. Donc j'étais posté derrière mon micro, le regard dans le vague. Je déclamais à Shakespeare, tu vois. Folle. Alors que je parlais de me faire enculer quand même sur scène. Non, mais je me suis pris pour qui? Donc non, ça c'est top. Après, j'ai eu le casting de la petite loge, trop bien. Et tous les mercredis, une fois par semaine, j'ai musclé le texte. J'ai appris ce métier grâce à Marion, beaucoup, mes adoriants. Ensuite, Émilie est rentrée dans la boucle. Elle a décidé de produire le spectacle. On est parti au Théâtre du Marais pour le roder. Vraiment, sont entrés dans l'écriture, m'ont aidé beaucoup Marina Rollman. Et aussi, j'ai un peu fait avec Laura Felpin. Et Marion, mes adoriants, a continué de m'aider pas mal. Après, tu sais, nous, on a fait aussi un peu des chroniques où tu m'as aidé dans l'écriture. Et du coup, j'ai comme ça créé un peu une team de filles. Moi, j'adore m'entourer de filles. Je trouve que c'est quand même les meilleures dans ce game. Et disons qu'on peut pas se reposer sur d'autres acquis de type juste être là. Ça, c'est sûr. Vous êtes obligés de taffer. Ça, c'est sûr. Mais on se rejoint quand même, les humoristes homos et les humoristes femmes, sur un peu... faut prouver plus, quoi. Faut prouver, quoi. Et puis, quand il y en a un au line-up... Non, mais c'est bon, on peut en mettre 2, tu vois. Donc, on se comprend là-dessus. Toi-même, tu sais. Mais ouais, après, j'ai taffé. J'ai appris le métier au Théâtre du Marais. Et puis, là, à la rentrée, enfin... La jolie salle du petit Palais des Glaces, tout, ça va être trop chouette. Et ma première tournée, là, c'est trop génial. Oh, j'adore. Bon, des fois, il y a des villes où ça se passe pas bien, mais c'est trop bien. Quand t'as écrit le spectacle, vu que tu voulais un truc très intelligent au début, mais pourquoi tu l'as pas présenté au théâtre, déjà? Eh ben, c'est une bonne question, parce que je pense que c'était tellement pas un seul en scène, que ça avait déjà un peu une forme... humour stand-up, et que Marion, ma metteuse en scène, vient de l'humour et qu'elle m'a tout de suite donné des salles identifiées humour, c'est vrai que je me suis pas vu aller dans un théâtre, parce que déjà des petits théâtres de 30-40 places, il y en a très peu, c'est souvent des choses qui font de l'humour, et aussi un spectacle de théâtre, tu le joues assez peu finalement, tu vas faire 2-3 saisons maximum, mais tu joueras jamais 6 ans. Et moi, j'avais vraiment ce spectacle de le jouer longtemps. T'avais envie de stabilité. Ouais, j'avais envie de stabilité de ouf. Non, mais moi, en plus, plus je joue, plus je suis content. Parce que des fois, Émilie, elle me dit, alors là, tu vas jouer 6 fois, ça va pas être trop dur et tout. En une semaine? Ouais, bah là, cette semaine, j'ai joué 5 fois. Oh waouh, ah ouais, c'est énorme. Et 2 fois en plus, là, un jour. Et non, je suis crevé, mais franchement, quand je suis sur scène, je suis tellement content. Et tu vois, là, je rejoue tout à l'heure à Namur. Je me suis remis la première partie de Nicolas Lacroix. Trop content, devant 900 personnes. Mais dès que je suis sur scène, je suis trop content. Mais pour aller jusqu'à la scène, des fois, je rampe. Je suis en mode, la fatigue. La fatigue, la puce, là. Elle a une puce fatigante, en fait. Et du coup, comment t'as réussi à trouver l'équilibre entre je vais pas faire une conférence TED, mais accepter aussi le fait que j'ai l'impression que tous les deux, enfin, moi c'est un truc que j'ai accepté en tout cas, je sais que j'ai un humour, ça va jamais être le plus drôle de la soirée. Ça va jamais... Pareil. Et c'est... Des fois, ça fait mal. Bah, bien sûr. Mais c'est pour ça, moi aussi, que j'aime pas trop faire des comédie clubs et tout, où chacun passe 10 minutes et où, en fait, c'est un peu le concours de qui a la plus grosse. Alors que c'est moi, tout le monde le sait. Non seulement j'ai la plus grosse et je peux prendre la plus grosse. Donc, vraiment, Toi, venez même pas me tester. Et je trouve que, ouais, il y a un truc, déjà, c'est tellement une compétition au-delà des comédie clubs. Si en plus, on se rajoute dans l'arène une compétition de chacun à faire 10 minutes et les gens, ils ressortent de là en se disant, le 2, il était vraiment moins bien que le 4. Oh, j'ai pas aimé le 5. C'est trop dur. Et en plus, quand toi, t'as un univers qui marche pas à l'efficacité du punch, du rire, et qui est sur un récit, et où tu vas trouver ton rire toujours, mais après avoir mis un contexte. Ouais, ou même juste des fois, c'est un rire qui est pas sonore, c'est plus un truc de putain, c'est malin, c'est beau, ouais, exactement, c'est doux, exactement. Quoi. Mais je crois que les gens, ils en ont besoin aussi de ce genre d'humour. Je crois que moi, enfin, en tout cas, notre public,
J'ai l'impression... Tous les 4. Tous les... Ils sont fidèles, hein. Ils sont là toutes les dates. Lille, ils étaient là. Bruxelles, ils étaient là. Ils sont bruyants, nos 4 fans. Et non, mais en tout cas, je pense qu'ils aiment ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'il y a de la place pour nous, comme il y a de la place pour des gens comme Redouane Bougueraba, qui sont des improvisateurs incroyables. Et il y a de la place pour tout type d'humour. Et j'ai l'impression que malheureusement, aussi nous, ça prendra peut-être un peu plus de temps, parce que ils sont moins nombreux, notre public, donc il faut aller les chercher plus longtemps. Je sais pas, j'ai cette impression-là. Ouais, et puis même les retours sont... Enfin, je pense que quand t'es Redouane, tu fais une impro au zinzin, les rires, ils sont ultra forts. T'as un truc direct. Nous, moins quoi. Moi, je vois quand je fais des... Toi, tu fais des impros dans ton spectacle? J'en fais un petit peu et c'est toujours ça qui marche le mieux, quoi. C'est fou. Hein. Mais Jérémy Ferrari m'avait dit, genre, je fais ça. Mais ça veut pas dire que c'est ce qu'il préfère. Encore la Fanny du montage. Ma copine a écouté l'épisode et ça l'a rendu ouf que j'ai pas terminé cette phrase, donc je la rajoute. Jérémy Ferrari, il m'avait dit, pour le public, même une mauvaise improvisation, ça sera toujours plus drôle qu'un bon texte. Et c'est très vrai, en fait. Mais ça veut pas dire que c'est ce qu'ils préfèrent. En fait, ça veut dire que c'est ce qui vont les faire rire plus spontanément et le plus fort, mais c'est pas ce qu'ils retiendront. Ils retiendront, oui, c'est bien improvisé, mais ils retiendront vachement aussi les thèmes. Hein. Moi, je vois que mon spectacle, il marche dans le sens où les gens, ils ressortent en disant les navets. Les lavements. Et non, ils ressortent avec, tu vois, ce thème de la filiation, du harcèlement qui reste. Alors oui, ça les a pas fait rire, mais c'est un truc qui les aura marqués, je pense. C'est important aussi. Parce que des fois, tu peux aller voir un spectacle, tu rigoles de A à Z, carrément, mais t'as rien retenu. 4 jours après, t'es en mode de quoi ça parlait. Franchement, c'était assez drôle. Hein. Mais alors, je sais plus trop. Mais moi, j'aime assez bien. Mais en fait, ça dépend si tu cherches un propos ou un moment. Et moi, il y a des spectacles que j'ai trouvé hilarants. Jérôme Niel, hilarant. J'ai rarement autant ri à un spectacle, mais je n'ai plus aucun souvenir. Ah ouais. Mais j'adorerais retourner le voir parce que je sais que le moment était fou, quoi. Ouais. Mais il y a des choses comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment un public pour tout et que tu peux faire plein de... Tu vois, Vincent Dedienne fait une forme d'humour, Laura Felpin en fait une autre, Foresti aussi. Et chacun est différent, chacun cartonne. Blanche Gardin aussi. Donc il y a vraiment un truc, quoi. Donc je pense qu'il faut juste, encore une fois, on revient au même truc... continuer, s'accrocher, s'acharner. Toi, il y a eu des moments où tu t'es dit peut-être en fait l'humour c'était pas la bonne place? Je me suis dit vachement ça pour le cinéma. Et l'humour, c'est la première fois où j'ai l'impression d'être à ma place. Et donc ça me rend très heureux et ça me rend aussi beaucoup plus apaisé. Je vois que je suis plus le même depuis ces dernières années. Et parce que j'ai l'impression que je suis à ma place, que les gens savent que je suis à ma place, que je prends la place de personne, que j'ai pas ce syndrome de l'imposteur. Et que voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, je fais mon spectacle, je rencontre mon public. Et je suis content. Et à aucun moment, je me dis pourquoi tu fais ça? Non, jamais. Je suis trop content de faire ça. Et j'ai l'impression que les gens le sentent. En fait, moi, là, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui marche, que j'entreprends dans ce métier. Ma carrière de comédien, j'ai eu des rôles petits, mais dans des super gros projets, mais j'ai jamais eu grand-chose à défendre. J'ai eu un super rôle au théâtre avec Francis Huster dans une grosse comédie de Ruquier. Mais après, on m'a pas reproposé de rejouer au théâtre dans des rôles. Tu vois, ça a été toujours un peu, j'avais l'impression, mais c'est le métier de comédien qui est super dur, où tu dois te battre tout le temps. Et du coup, j'avais l'impression qu'être là, peut-être que les gens, ils veulent pas de moi ici. Hein. Peut-être qu'ils se disent, j'avais encore ces traumas de me dire, non, mais ils se disent que, oulala, qu'est-ce qu'on va faire? On peut lui donner que des rôles de gay, et être si gay. Tu vois, j'avais vraiment... Au théâtre, dans la pièce à droite à gauche, tu jouais un gay? Non. Je jouais un hétéro. Ok. Mais il y avait quand même 2-3 vannes où peut-être qu'on pense que je suis gay, j'aime pas du tout, j'ai une meuf, papa, laisse-moi tranquille. Ah ouais, donc ça ramenait quand même toujours à ça. Tu vois. Et non, la seule personne qui m'a donné à chaque fois, qui m'a fait confiance sur des rôles hétéros, c'est Cédric Clapiche. Mais j'aimerais trop dire cette phrase. Non, j'avoue, mais Cédric, tu me comprends. C'est hyper chic, mais il y a un mais, c'est qu'il m'a jamais... C'était des rôles de un jour, tu vois, 1 ou 2 jours. Et comme si, moi je l'interprétais comme si 1 ou 2 jours ça va pour que tu joues l'hétéro, mais enfin on va pas y croire plus longtemps. Tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. En tout cas, moi je le prenais comme ça et ça me bloquait.
même dans mes castings et tout, j'arrivais, j'avais l'impression que je devais faire le bonhomme quand le rôle était pas gay et tout. Et tu vois, là, par exemple, mardi, j'ai un autre casting. Je sais pas si je vais le réussir ou pas, on verra. Je pense que le rôle est hétéro, mais je peux te dire que je vais y aller comme je suis. Et que je vais pas me viriliser. Le stand-up toutes ces couches que j'ai réussi à enlever de carapace grâce au stand-up, ça va m'aider aussi dans les castings, de pouvoir y arriver en étant moi-même. Écoutez, là, c'est ce que je vous propose, parce que c'est qui je suis. Et si ça vous va pas, malheureusement, je crois que c'est que on n'est pas fait pour cette rencontre, sur ce rôle. Alors qu'avant, j'aurais tout fait pour correspondre à ce qu'on attendait de moi sur ce rôle. Cut. Mercredi, après le casting, blacklisté du de casting parce que je suis trop mauvais. Non, mais il a pas du tout compris le rôle. Hein, là. En fait, le problème, c'était vraiment pas les manières. C'était vraiment tout ce qui est talent, en fait. Tout ce qui est genre rapport au talent, en fait. Ouais. C'était ça qu'elle avait pas, il y avait rien. Trop dur pour la puce. La petite puce d'eau noyée. Donc ouais, mais là, le stand-up, l'humour, je suis tous les jours content de monter sur scène. Tous les jours, j'ai pas l'impression de pas être à ma place. Et c'est trop agréable. C'est reposant surtout. Non, mais c'est vrai, on est tellement fait d'angoisse que j'ai 1500 angoisses qui arrivent avec le métier de stand-up. Hein. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais faire des plus grandes salles? Est-ce que je vais avoir les moyens de mon ambition? Mais j'ai pas j'ai plus cette angoisse de me dire est-ce que je suis à ma place? J'ai plus cette angoisse-là. Toi, tu l'as parfois? De penser que ton propos, c'est pas ce que tu dois dire, que... Des fois, là, avec l'écriture du nouveau spectacle, il y a un peu ce truc de peut-être le premier, c'était un coup de chance, et peut-être, en fait, j'ai rien à dire, tu vois. Surtout que là, j'avais sorti le roman après le premier spectacle, donc j'étais en mode, je suis vide, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je... J'avoue que j'ai cette peur-là aussi pour le deuxième. À un moment, j'ai plus rien à dire d'intéressant pendant 1 heure, et c'est long, hein, 1 heure, 1 heure et demie, là. Et au final, ça va, tu vois, parce qu'il y a quand même des nouveaux trucs qui se créent, de nouvelles réflexions et tout. Mais il y a quand même cette peur de me dire, peut-être j'essaye de... Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir trop vu des gens broder avec du vide, et j'ai pas envie de faire ça, quoi. Donc ouais, peut-être l'angoisse, elle est plutôt là. Ou peut-être juste de me dire, est-ce qu'en fait, je fais tout le temps la même chose, donc les gens, ils vont se lasser. Ça aussi. Moi, j'ai cette angoisse, peut-être tu l'as, que ouais, vraiment, les gens se disent, le premier, il était super, mais alors le deuxième, oh non. T'as vu le premier? Super. T'as vu le deuxième? Oh, c'était nul. Hein. C'est pour ça que ton premier, il est pas ouf. Oui, comme ça, il n'y a pas trop d'attente pour le deuxième. C'est fort. Exactement. C'est fort. Oui. Ouais. Mais moi, j'ai peur pour toi pour le deuxième. Hein. Je sais pas. Parce que ça commence... Enfin, non, je vais pas te foutre la pression, mais... Ah, Émilie t'a dit? Non, mais t'inquiète. C'est pas... On va pas parler de ça. Mais l'important, c'est que toi, t'es contente, t'es heureuse de ce que tu fais? Oui. C'est l'essentiel. Tu t'amuses? Oui. C'est l'essentiel. Ouais, non, tu bosses toute seule, toi? T'écris toute seule? J'écris toute seule, ouais. Sauf les chroniques avec Lisa Delmoitier, mais le spectacle, ouais. Pour moi, le spectacle a un côté un peu trop perso et peut-être aussi d'ego. Peut-être juste il y a de l'ego de dire j'ai fait toute seule, ok? J'ai besoin de personne. Est-ce que des fois, t'as peur de t'enfermer tout seul dans des thématiques? Oui. Parce que là, par exemple, le seul extrait de toi qu'il y a sur Internet, c'est ton Montreux, où tu parles de sexualité et d'homosexualité. Oui. Est-ce que t'as peur Oui, parce que le spectacle, en plus, il est tellement au-delà de ça. Ouais, mais c'est ça qui est assez curieux. Je sais. Peut-être qu'on sortira un autre extrait qui parle, par exemple, de mon géniteur ou de la ferme. Mais j'ai peur que les gens se disent « Oh, franchement, il va encore nous parler de cul. Il va encore en parler de ces trucs de PD. » Tu sais, il y a un peu un truc comme ça. C'est vrai. Et en même temps, je veux pas aussi que les gens ils arrivent dans la salle et ils se disent ouh là là, c'est un spectacle très gai quand même. Tu vois, j'ai aussi envie que les gens ils arrivent et ils savent ce qu'ils vont voir. Sinon c'est violent, tu vois. Et je suis très content parce que de plus en plus il y a des âges différents qui viennent, beaucoup d'hétéros. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait lever la main dans une salle et j'étais là, waouh, la moitié quasiment. Ouais, c'était fou. Oh putain, comme quoi, t'arrives à la parité. Ouais, c'est beau ça. Allez, des fois, je pense que c'est 70-30. Ouais. Et là, quand j'ai fait lever la main, c'était genre, je sais pas, 65-35, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et du coup, non, j'étais hyper content. Mais c'est vrai que j'ai peur de ce truc. Mais
On a toujours peur de s'enfermer dans un truc et à force de vouloir plaire à tout le monde, je trouve que des fois il faut aussi prendre des parties. Enfin, il y a aussi, tu vois, de prendre des angles, de prendre un parti pris. Moi, mon expérience de vie, c'est une expérience de vie homo, donc je raconte ma vie par ce prisme. Tu vois, forcément, oui, ça revient parfois, mais c'est pas pour autant que je pense que ce que je dis ne peut pas être universel. C'est pas parce que je le raconte d'un point de vue homo et que je le dis que je le raconte d'un point de vue homo que ça peut pas parler aux hétéros. La preuve, il y a plein de spectacles de meufs ou de mecs hétéros qui, moi, me parlent et je suis content d'y aller. Et, mais c'est parce que nous aussi, on a dû s'adapter au fait qu'on avait tellement peu de représentation qu'on a dû aller se retrouver dans les trucs des autres parce qu'il y avait rien pour nous, quoi. Ouais, mais quand même, j'ai l'impression que, par exemple, tu vois, le spectacle d'Alex Kominek, eh ben, je me suis vachement retrouvé dedans. Alors que, sur le papier. Parce que c'est un petit zinzin du cul. Parce que j'aimerais bien qu'il me fasse le cul, surtout. Je pense que je vais mettre cette phrase en intro. Salut. J'aimerais bien qu'Alexandre Kominek. Vous écoutez les gens qui doutent. J'aimerais qu'ils me prennent le cul, en fait. Allez. Putain, c'est encore pas avec ce podcast que je vais attirer des nouvelles personnes qui vont penser que je parle pas de cul. Coup dur. Tu veux faire un 10 minutes sur la ferme, là, dans le podcast? Mais tout ça pour dire que Alexandre Kominek, que j'ai vu son spectacle 3 ou 4 fois parce que j'ai beaucoup aimé. Et tu vois, c'est un récit de mec hétéro qui, a priori, on n'a pas grand-chose en commun. Et en fait, quand il raconte son parcours, ses voyages, quand il est arrivé dans le club gay, son expérience homo, il y a un truc où je suis content qu'un mec hétéro aborde ça. Et a priori, je suis pas la cible. Mais en fait, je suis la cible. Et j'aimerais bien faire ça aussi avec mon spectacle, que des gens arrivent dans la salle et disent a priori, je suis pas la cible. Et ils ressortent en mode, oh, en fait, je suis la cible. Il m'a grave touché, il a grave parlé de trucs. Et je vois que les gens se retrouvent vachement dans mon spectacle sur l'affiliation, sur leur famille. Chacun a une famille où il peut se retrouver dans ce que je décris. Et le harcèlement aussi. Parce que beaucoup de gens ont été harcelés, pas du tout forcément parce que homo, pour plein de choses différentes. Et ça, c'est des moches. Ouais, parce qu'ils étaient roux aussi, parfois. Comme ton chat, je pense se fait harceler dans la cour des chats. Et parce qu'il est gros aussi, on va pas se mentir. donc voilà, je sais pas. Est-ce qu'on s'enferme vraiment? Je crois que c'est à nous d'être vigilants, tu vois, de donner peut-être d'autres choses à voir. Mais aussi, comme je le fais dans le spectacle, et à la limite, si mon spectacle, tout le long, je parlais que de cul et que d'homosexualité, peut-être que je me dirais, bon, attends, faut peut-être proposer autre chose là, parce que les gens... Mais comme, une fois que les gens sont dans la salle, ils voient que, finalement... Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'en général, les gens, ils vont pas jusque dans la salle. Ils s'arrêtent sur Internet, ils s'arrêtent à une chronique, un truc. Moi, le nombre de personnes qui me disent que je fais du copier-coller de Blanche Gardin, parce que ce qu'ils ont vu, c'était mon premier sketch qui est sorti il y a 5 ans. Je dis, bah ouais, frère... Il y a d'autres trucs, quoi. C'est dur quand ça sort. Ouais. Parce que ça reste. T'as stressé à la sortie de ton Montreux ? Ouais. Alors il y a eu évidemment des vagues un peu homophobes, mais la classique de gens. Mais voilà. Mais sinon il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont trouvé ça cool. J'ai essayé vraiment de pas regarder les commentaires, de m'enlever des chiffres, de est-ce que ça a marché, est-ce que ça a pas marché, parce que après tu te compares et ça fait trop de mal. Et moi je suis content. Aujourd'hui, je le referai différemment parce qu'on l'a tourné en novembre et aujourd'hui, on est en avril. Je le joue différemment. Et donc, une partie de moi est en mode ah là là, c'est ça qui va être pour toujours sur YouTube. Et donc, les gens, ils vont voir que ça. Alors qu'aujourd'hui, je le fais plus trop pareil. Mais j'ai fait un peu le deuil de ça. Je suis quand même content. Dans la salle, ça a super bien marché et je suis fier. Je suis fier de ce passage Montreux, mais c'est du stress. Enfin, c'est ta vitrine, donc faut l'assumer. Et j'espère en tout cas qu'il y en aura d'autres et que parce que pour l'instant il y a qu'un truc. Donc genre les gens ils ont soit ils voient et ils aiment pas, ils peuvent pas se dire ouais attends remontre un autre truc. Tu sais genre c'est bon il y a que ça. Donc il y a des chroniques en télé maintenant. Non j'ai pas de chronique en télé. Ah, tu veux dire Camille et Images ? Ouais, mais c'est pas des chroniques. C'est vraiment... c'est de l'humeur. Ouais. Attends, on fait pas de chroniques. Ah bon ? Non. Ok. Après, les gens, ils peuvent retrouver la chronique que j'avais fait pour la matinale d'Inter, mais c'était un one-shot. Ou mon interview que j'avais fait pour eux. Je crois que c'est sur YouTube. Mais non, en texte écrit, soit tu regardes mes vidéos, une petite vidéo sur Insta, soit mon Montreux sur YouTube. Ok. Et les impros aussi que je mets sur Insta. C'est un peu ma vitrine. Mais en gros truc capté, il n'y a que Montreux.
Ok. Bah, au moins, vu que ça a changé, les gens, quand ils sont dans ta salle, ils ont pas l'impression de revoir la même chose. Exactement. Cool. Tu sais que toi aussi, t'as eu peur de ça, que quand c'est sorti, que tu puisses plus le faire dans ton spectacle parce que les gens se disent « Ah, c'est bon, on le connaît ». Non, mais en fait, moi, je trouve ça assez fourbe parce que les gens, ils aiment bien des fois revoir des choses. Et je trouve ça fou parce que bon, l'humour, ça marche nettement moins qu'en musique ou quoi, parce que si t'as déjà la chute, bah c'est nul. Ouais. Donc je comprends pas, mais des fois, si je le fais pas, les gens, ils me disent « Ah, t'as pas fait ça ». Et je suis là, bah évidemment que je l'ai pas fait. Enfin, Ouais. mais donc, ouais, c'est Émilie, assez elle m'a fourbe. dit ça aussi, ouais. Parce que j'avais peur de ça, j'étais là, bon, peut-être qu'il faut que j'enlève ça. Et Émilie, elle m'a dit non, enfin, tu sais, les gens sont très contents de voir. En plus, toi, c'est découpé, non ? Il y a des petits bouts dans tout le spectacle, donc c'est pas un bloc où tu te dis « Oh putain, pendant 10 minutes, j'aurais déjà vu, quoi ». Ouais, mais c'est assez dur au début, je trouve, quand on démarre là-dedans, d'arriver à trouver l'équilibre entre je mets des extraits qui sont des bonnes vitrines, donc qui sont du bon matos, mais je mets pas tout mon spectacle sur Internet. Parce que moi, avec le premier spectacle, je pense que j'avais 20, quasi 30 minutes qui étaient mises sur Internet plic-ploc à différents endroits. Et donc, il restait 40 minutes que les gens n'avaient pas encore vu, quoi. Et je trouvais ça vraiment énorme. Donc là, pour le deuxième, j'ai pas du tout envie de refaire la même chose. Bah nous, c'est ce qu'on n'a pas eu envie de faire. Ouais. On a voulu mettre que 9 minutes. Et encore, sur les 9 minutes de Montreux, il y en a 3 que j'ai écrit spécialement. Donc vraiment, dans mon texte, tu retrouves 6 minutes. Tu vois, les 3-4 minutes du début, puis le truc de « je vais être honnête avec toi », qui dure 3 minutes aussi. Et mais ouais, c'était une vraie volonté parce que j'avais trop peur que les gens, ce truc où ils viennent, ils se disent « Oh là là, on avait tout vu ». Tu vois ? Ouais. T'écris beaucoup ? Ou vu que c'est pas nécessaire Sur quoi ? Bah, je sais pas, est-ce que t'écris des nouvelles blagues en se disant pour la suite ? Est-ce que tu taffes Non, pas trop, j'avoue. Bah, là, je t'avoue que je suis un peu accaparé aussi sur le spectacle de Bérangère. Donc j'écris beaucoup avec Bérangère, donc c'est trop bien, ça me permet d'écrire des vannes et en même temps c'est un autre exercice parce que t'écris pas pour toi, tu dois te mettre dans la peau d'une femme hétéro de 40 ans en fait. Et elle veut pas dire des saloperies trop. Et elle est pas cochonne. Pas dans le spectacle. En tout cas pas dans le spectacle à puce. Sinon t'inquiète que c'est pas la dernière. Et du coup ça c'est cool, donc j'écris vachement. J'écris aussi tous les petits scénarios des pastilles avec Esteban et j'écris aussi des vannes quand je fais les émissions de Camille et Images. Donc je suis tout le temps un peu en train d'écrire, mais j'écris rien pour l'instant que de trucs où je me dis ah tiens pour un prochain spectacle et tout. Et t'as pas ce truc, des fois il y a des gens, moi j'ai pas du tout ça non plus, des fois il y a des gens, tu dirais qu'ils ont toujours besoin d'écrire un truc, besoin de taffer sur un truc. Mais c'est un truc de fou, parce que des fois je croise des humoristes, ils ont toujours leur petit carnet, ou ils sont toujours sur leur ordi à écrire des trucs alors qu'ils sont leur spectacle. Et à chaque fois je suis en mode t'écris quoi ? Non mais j'ai pensé à un truc et tout. Je dis ah ok, moi je suis pas du tout comme ça. Moi j'écris quand j'ai un truc à écrire. Moi, déjà, pour moi, l'écriture, c'est un travail dans le sens où faut que je me dise, OK, là, de 14h à 18h, j'écris. Je peux pas du tout me dire, oh là, je vais écrire d'un coup. Je le conçois pas du tout comme ça. Je sais pas, toi, comment tu... Moi j'ai toujours du taf à écrire, j'ai toujours des chroniques, un truc, donc j'ai toujours bien un truc à faire. Mais ouais, non, sinon, si j'ai des vacances, vraiment pendant 2 mois, j'ai rien à faire, frère, me parle même pas d'écrire. Ah, mais non, moi non plus. Non. Ah, non. J'adore écrire, mais par contre, j'adore ne pas écrire. Allez, le titre, j'adore ne pas écrire. D'ailleurs, j'ai volé toutes mes blagues, aurait-il ajouté. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc réjouissant quand t'as rien à faire. C'est trop bien. Parce qu'entre regarder le spectacle pour capter les impros, du coup te regarder pour t'améliorer, pour changer les trucs. Là en plus en tournée, j'essaye d'écrire à chaque fois une petite intro pour chaque ville. Ça je trouve ça marrant, mais c'est du taf aussi. Même si c'est 1 minute, tu vois, à chaque fois. Et j'aime bien aussi rentrer chez moi, me mettre devant mon épisode de Charmed et me dire allez, ciao, bonsoir, maintenant je suis à San Francisco avec les sœurs Halliwell. Et c'est trop réjouissant. Mais par contre, je suis trop content quand j'allume mon ordi et que je me suis mis dans la tête, allez là, pendant 2 heures, tu dois écrire. Tu vois, quand Bérangère, elle me dit, hello, là, ce serait bien qu'on taffe sur tel thème, et ben dans ma tête, je suis obligé de me dire, ok, alors lundi, 14h, 18h, écriture, BK. Mais c'est pas un truc où j'improvise. Je me mets devant mon ordi, je me suis préparé mon truc, et hop, comme un peu, je vais au bureau, quoi.
Et j'adore aussi, parce que je commence. Au début tu rechignes un peu. Au début, c'est toujours un peu, tu remets la machine en marche. T'es là, tu lis. Au début, c'est chiant. Hein. Au début, et puis après, tu trouves la première vanne, tu trouves le premier angle, et après, c'est parti. Je suis un génie, je suis pas un génie, là. De ouf. Puis on a écrit des bonnes vannes, hein, toi-même, tu sais. Hein. J'ai trop hâte que les gens ils découvrent ce spectacle. Ouais, il est trop bien. Un kinénette, j'ai envie de dire. La kinénette, putain. Mais c'est fou parce qu'il y a des blagues comme ça. Il y a une même blague faite par Bérangère Krief ou par Bigard. Ah bah non, mais... C'est pas la même blague. Pas la même blague. Le même texte, mais pas la même énergie. Ouais. Ah non, c'est une chance qu'elle a. Hein. Elle peut dire plein de trucs que nous, on peut pas dire. Hein. Parce que nous, on n'est pas Bigard, mais ça rendrait pas mieux dans notre bouche. Hein. Non, mais elle a une bouche classe. Elle a une bouche classe. Je sais pas ce que ça doit faire, mais... Calme-toi. C'est quoi dont t'es le plus fier? Mes amis. Merci, non, c'est vrai, belle. mais non, c'est vrai. Je suis trop fier de vous, je suis fier des gens qui m'entourent et tout. Et si alors tu vois, j'ai pas de mec, je suis vraiment seul. Je rentre chez moi, j'ai pas de chat, pas de mec. Tu veux un chat? Et non, merci. Et parce que du coup, t'as le coupé en deux. Ça fait, si le coupe en deux, ça fait un chat chacun. Hein. et franchement, je rentre chez moi. Et le truc dont je suis trop fier, c'est vraiment vous, mes amis. Je me dis, mais putain, vous êtes trop bien. Genre, j'ai trop de chance, vraiment. Et j'en ai beaucoup. Bah, tu l'as vu à mon anniversaire et tout. J'ai vachement de groupes différents, à la fois des gens qui sont comédiens, des gens qui sont humoristes, des gens qui parlent anglais et qui pensent que t'es né à New York. Plein de groupes différents, tu vois. C'est ça qui enrichit mon vie. Donc ouais, c'est mes amis. Et mon cul aussi, parce que j'ai un beau cul. Mais ça vient après. Mais souvent pas de pair. Mes amis voient rarement mon cul. Ah ouais? Non. Toi, t'étais l'exception. Je peux pas finir là-dessus, ouais. Pardon. T'as une autre question? Toi, c'est quoi dont t'es le plus fier? On te l'a déjà posé la question? Dans ton podcast? Je sais pas. Je sais pas dont je suis plus... Franchement, je sais pas. Moi, j'aime bien les trucs de construction, de genre, tu démarres... Enfin, tu vois, l'idée d'avoir démarré il y a 5 ans en connaissant rien du tout. Et maintenant, je fais mes petits trucs, là. Petit spectacle, petit livre, d'aujourd'hui, comédie peser club. dans le game. Maintenant, putain... Oh là là, je pèse, hein. Bah non, mais je trouve qu'on se rend jamais compte de ce qu'on a accompli, parce qu'on a toujours le nez sur la feuille, et on voit toujours les étapes d'après, et on voit toujours ceux qui sont devant nous, et ceux qui évoluent. Mais des fois, il faut aussi faire le point, et peu importe le niveau où on est, même si on est à l'échelle 2 sur 25 de notre métier, et ben je trouve que putain, on est quand même à l'échelle 2, tu vois. Et Dieu sait que toi, t'es pas à l'échelle 2. Donc tu peux être contente de, franchement... De ce que tu as accompli. Et parfois, c'est pas de l'ego ou c'est pas un manque d'humilité, c'est juste d'être reconnaissant envers nous-mêmes du travail qu'on s'est acharné à faire. Parce que si on n'est jamais content de nous, si on n'est jamais content de là où on est, si on pense toujours qu'on n'est rien, qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas réussi à avancer, c'est dur psychologiquement. Des fois, il faut aussi faire le point et se dire, écoute, ok, t'es pas au sommet, bien évidemment, hein, il reste encore beaucoup de chemin, mais putain, t'es plus non plus dans la plaine à galérer, toi. T'as commencé à gravir la montagne. Il faut se le dire, parce que ça nous encourage aussi pour continuer. Donc, moi, je te le dis, moi, plus. En fait. Donc là, tu vas mettre un sourire sur ta bouche, tu vas sortir, tu vas t'enlever les doigts du cul, et t'es une gagnante, t'es une winneuse ou t'es pas une winneuse? J'entends pas. Je suis une winneuse. C'est bien. T'es quoi? Je suis une winneuse. C'est bien. Merci Jessie. Avec plaisir, Fanny Ruette. Putain, le cassos quoi. Le cassos. J'espère que l'épisode vous a plu. En description, vous trouverez tous les liens pour suivre GC sur les réseaux et aller le voir en spectacle. Il est actuellement tourné en France et reprendra à Paris en septembre au Petit Palais des Glaces. Prochain épisode dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, voire à laisser des étoiles, des commentaires. Ça aide beaucoup pour le référencement. Et puis évidemment, n'hésitez pas à me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet pour être tenu au courant de la suite. Des bisous. Comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'intrépide Maxime Moitieu.